Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, ça va être une courte vidéo, ce ne sera pas une très longue vidéo sur le Pad 7 de BQ. Alors, BQ, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est la même compagnie que Big Tree Tech. Alors, il y en a un qui font plus d'électronique, l'autre qui font des imprimantes. Bien, je pense que les deux, dans le fond, c'est la même compagnie. Puis, c'est eux qui font les fameuses cartes SKR. Donc, ils ont déjà une bonne expérience en électronique. Donc, aujourd'hui, on va parler du Pad 7. J'ai mis la main dessus pour le tester parce que j'ai testé le Speeder Pad, j'ai testé le Sonic Pad. Il y a plein de pads qui sortent là. Puis, j'ai dit, ben, pourquoi on va tester lui. Alors, le Pad 7, il n'est pas tellement cher, il est à 175 $. Là, vous allez peut-être dire, mais c'est cher, 175 $. Ça dépend. 175 $, pour une Ferrari, c'est pas cher. Pour ce genre d'équipement-là, c'est très raisonnable, c'est pas cher parce que ça équivaut à peu près à un Raspberry Pi avec un écran de 7 pouces et plein de fonctions autour. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne vient pas cher. Les Raspberry Pi, présentement, sont très chers. Donc, on va regarder les spécifications techniques, dont écran tactile de 7 pouces, puis résolution de 1024 par 600, qui est quand même bien, étant donné la grosseur de l'écran. Il y a une carte dedans qui est une carte de type CB1. Je peux mettre aussi une carte CM4. Si vous ne savez pas c'est quoi une CB1 ou une CM4, c'est que, par exemple, Raspberry Pi, que vous connaissez probablement, on fait une petite carte qui s'appelle la CM4, que je peux mettre après un circuit que je ferais ou quelque chose de même qui vient se, on va dire, clipper dessus avec des connecteurs de style Lego. Puis ben là, ça devient un Raspberry Pi. Alors, cette carte-ci supporte le Raspberry Pi. Alors, le Raspberry Pi, c'est la CM4, mais BQ ont fait leur propre carte, qui est la CB1 et qui fonctionne très bien pour ce genre d'opération. J'ai trois ports USB-A, c'est-à-dire j'en ai deux à l'arrière, puis un sur le côté. J'ai un port USB-C de ce côté-ci, le même côté que le USB-A. Ensuite de ça, j'ai un emplacement pour la carte SD, c'est là que je vais mettre le système d'exploitation. Ensuite de ça, j'ai une interface SPI à l'arrière, j'ai une interface CAN bus. C'est le petit connecteur à deux branchements. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CAN bus, c'est Control Area Network, je me souviens bien. Puis on voit ça par exemple dans les véhicules ou dans les équipements industriels. C'est que c'est un circuit à deux fils. Alors on a le CAN low, le CAN high. Puis à partir de ces deux fils-là, je peux installer plein d'équipements de contrôle là-dessus. Chaque équipement de contrôle va avoir leur adresse et vont avoir leur instruction. Là, vous dites, pourquoi je mettrais ça dans une imprimante 3D? C'est simple. Au lieu d'avoir plein de sondes de température, plein de fils pour les sondes de température, les ventilateurs, tout ça, alors je peux brancher un CAN bus qui va jusqu'à ma tête. Donc, j'ai deux fils jusqu'à ma tête, plus mes fils de puissance, évidemment. Puis, fils d'alimentation. Puis, je pourrais contrôler plein de petits périphériques après ma tête, juste avec deux fils, ce qui permet de diminuer la quantité de fils qui va à ma tête. Donc, mais ça prend un board CAN bus sur la tête aussi. Donc, personnellement, j'en utilise pas, mais il y a de plus en plus d'imprimantes qui l'utilisent. Les imprimantes très haute vitesse vont utiliser ça du fait qu'il y a moins de filage à gérer. Ensuite de ça, j'ai une prise réseau à l'arrière. C'est marqué 100 mégabits. C'est peut-être 100 mégabits, il me semble. Je n'ai pas testé, mais d'après moi, ça doit aller à 1 gigabit aussi. Là, mais sur les instructions, c'est marqué 100 mégabits. Puis sur la description, puis il y a aussi le Wi-Fi dedans qui dit aussi 100 mégabits. Ensuite de ça, j'ai un bouton d'alimentation sur le dessus. J'ai un bouton volume au bas ici sur le côté. J'ai un support à l'arrière qui est repliable, qui tient de façon magnétique. Puis aussi que je peux adapter, c'est-à-dire que par exemple, je l'ai installé sur ma FLSON SR, puis je me suis fait un bras. J'ai juste enlevé le support, puis je me suis vissé à cette place-là, puis ça va super bien. Donc, super facile de se modifier un support pour ce pad-là et il fonctionne sur le 12 volts. Chose intéressante, il vient qu'un petit adapteur 2.5 à 5.5, c'est-à-dire que je le branche en arrière. Vous savez, c'est une prise ronde d'alimentation. Puis, c'est deux borniers qui est à l'arrière. Donc, je peux, par exemple, moi, ce que j'ai fait après ma SR, je me suis mis une petite alimentation 12 volts. J'aurais pu mettre un transformateur DC-DC pour passer le 24 volts à 12 volts, mais j'avais un petit transfo. Donc, j'ai pris un petit transfo, puis 12 volts, que j'ai alimenté après la même alimentation que mon autre alimentation. C'est ce que j'ai fait. En passant, je l'ai testé avec ma SR puis avec une Ender. Puis je vais la laisser après ma SR, donc ma FLSON SR. Même si ce n'est pas une BQ, c'est pas grave, ça fonctionne. Du fait que c'est clipper. Qu'est-ce qui vient avec ça? Ça vient avec le bloc d'alimentation, le guide d'utilisation qui est quand même correct, il est en couleur. Puis ça dit juste
un petit peu comment décoller avec, là. Vous êtes mieux d'aller voir sur le site de BQ, il y a toutes les instructions. Il est un petit peu plus détaillé. L'adapteur que je vous ai parlé de 2.5 à 5.5, un ADXL 345 que j'ai juste ici après ma SR. Je vais aller la chercher, bougez pas. Alors, c'est un ADXL 345 en mode SPI qui vient se brancher directement à l'arrière. Je ne suis pas obligé de faire mon câble ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais zoomer un peu, je vais vous montrer. J'ai installé des aimants après mon ADXL. Alors, on commence à les voir. Deux gros aimants comme ça ici. De cette façon-là, ce que je fais, c'est que j'ai des aimants de coller après mon imprimante, puis je fais juste la mettre dessus et elle tient en place. C'est assez fort pour ça. C'est des aimants néodymes. Donc, c'est comme ça que je le fais tenir en place, puis je l'enlève quand j'en ai plus de besoin, parce que ça fait un fil de plus qui revole partout. Donc, je l'enlève au besoin, puis si je veux l'installer après une autre imprimante, je vais juste mettre les aimants en dessous, goutte de cyanoacrylate, je mets ça après l'imprimante, ensuite j'enlève les aimants, puis les aimants restent, moi j'enlève le ADXL, puis les aimants restent après l'imprimante. Petit truc comme ça. Ça vient avec le câble pour les SPI, ça vient avec une carte SD, un lecteur de carte SD. C'est un petit lecteur USB comme celui-ci. Ce n'est pas les plus rapides, mais ça fait le travail. Un pad thermal. Alors, c'est un genre de petit pad collant des deux côtés qui transfère la chaleur. Puis pourquoi il y a ça? C'est que si je veux mettre un CB4, un CM4, excusez-moi, j'ai besoin du petit pad thermal. C'est pour pouvoir changer le circuit. Quelques vis extra, des adapteurs dépendamment de vous êtes dans quel pays, des petits collants et un petit canard qui est supposé faire quick-quick. Fait quick. Donc, puis ça vient dans une belle boîte. En passant, le CB1 et le CM4 sont quand même assez semblants. Ils ont à peu près le même processeur. Il y en a un qui a un Cortex A53. Le CB1 a un Cortex A53 à 1.5 GHz. Puis le CM4 un A72 à 1.5 GHz. Les deux en 64 bits. Lui, il y a 1 GB de DDR3. Le CM4, j'ai 1 à 8 GB, dépendamment de ce que j'achète. Puis c'est de la LPDDR4, donc un petit peu plus rapide au niveau de la mémoire. Lui, il supporte un HDMI. Si je le mettrais après, c'est un PIB4, ouais, PI4B. C'est-à-dire, je prends la carte CM1 puis je la mets après un adapteur qui le transforme en Raspberry Pi. Là. Lui, le CB1, je pourrais avoir une carte, excusez-moi, une sortie vidéo HDMI 4K. Tandis que celui de Raspberry Pi, c'est 2 sorties HDMI 4K, de ce que j'ai pu voir. Lui, il y a Wi-Fi et réseau câblé. L'autre, il y a le Bluetooth aussi. Donc, pour la gestion d'une imprimante, la CB1 fait en masse le travail. Donc, à moins que vous ayez déjà une CM4, là, mais si vous avez un CB1, ben, allez-y avec le CB1. Là, il vient déjà configuré. Puis, il y a des petits interrupteurs. Là, si j'ai un CB1 ou un CM4, si j'utilise le CPI ou le CAN bus en arrière, là, il y a 2 vis enlevées, comme on voit à l'écran. En dessous de ces 2 vis-là, il y a les petits interrupteurs, puis c'est tout bien identifié. Mais bref, quand on achète le pad avec le CB1, c'est assez fort pour gérer à peu près n'importe quelle imprimante. Même une imprimante qui va très très vite. 1.5 GHz à 64 bits, c'est quand même beaucoup pour une imprimante. Donc, ça c'est pour les configurations, puis ce qu'on peut faire un petit peu avec. Maintenant, on va parler de mon expérience quand je l'ai ouvert de la boîte. Alors, je l'ai ouvert de la boîte, le clipper est installé, je l'ai branché après mon imprimante, ça marchait. Quand j'ai voulu faire les updates, ça n'a pas marché. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas en mesure de faire les updates. Ça fait que je me suis dit, je vais simplement le réinstaller. Il y a une belle procédure pour la réinstaller. Ça a quand même très bien été. Je connais quand même Linux, je connais Raspberry Pi, mais ça prend environ là, 1h30, tout faire la réinstallation, la configuration. Je l'ai branché, tout a fonctionné du premier coup, donc il est quand même simple. Il ne faut pas oublier que c'est un clipper qui est natif. Oui, exactement. Autrement dit, c'est pas comme le Sonic Pad de Creality, qui est, on va dire, lourdement modifié pour être compatible avec les produits de Creality. Celui-ci, c'est un clipper natif. Donc, c'est ça. Ça prend un petit peu de connaissances techniques, mais rien de trop fou, là. Alors, si vous suivez les instructions, vous allez être en mesure de vous débrouiller. Au lieu de vous prendre 1 heure, 1 heure et demie, ça va peut-être vous prendre 2 heures, 2 heures et demie. Le réinstaller. Vous n'êtes pas obligé de le réinstaller. Moi, j'ai eu un problème avec les updates. Je n'étais même pas obligé de faire les updates. C'est moi qui voulais le faire. Mais ça a peut-être juste mal tombé ou j'avais un problème avec mon Wi-Fi à ce moment-là. Je n'ai pas diagnostiqué pourquoi je n'étais pas capable de faire les updates. J'ai simplement réinstallé. Je voulais voir aussi la procédure. Donc, mon expérience avec ça, c'est un clipper natif, pas d'extra, c'est-à-dire qui vient avec
les configurations pour le DXL, je branche une caméra, il va le détecter automatiquement, donc je ne suis pas obligé d'ajouter 1000 trucs. Il vient natif, mais quand même bien équipé. Il est facile d'utiliser pour un clipper, évidemment. Puis toute la documentation qui s'applique pour Clipper s'applique à lui aussi, donc il y a beaucoup de documentation disponible. C'est facile d'ajouter des trucs, de le personnaliser, de brancher n'importe quelle imprimante, comme avec Clipper, tout simplement. Quelques particularités au niveau du matériel, c'est-à-dire que lorsque je le réinstalle, je dois changer certaines choses pour que l'écran tactile fonctionne. Il y a des petites lumières en avant qui indiquent l'état soit de l'impression, de la chauffe, quelque chose de même. Il faut que je change ça aussi. Puis aussi pour le son. Puis si je veux du rétro-feedback pour l'écran, ce genre de trucs-là. C'est pas nécessairement obligé, mais c'est 3-4 lignes à changer, c'est pas super que ça. L'écran est très rapide, il répond très bien. Là, bon, là, j'ai pas d'imprimante, j'ai branché dessus, là, mais j'ai pas vu de lenteur, j'ai pas vu de bug, de décalage au niveau de l'écran. L'écran n'a jamais planté et j'ai pas eu de bug, là, à part quand j'ai voulu faire les mises à jour, puis ça n'a pas marché. Là. Mais tout le long que je l'ai utilisé, j'ai pas de prints qui ont failé à cause de ça. Tout a bien été. Donc, je la considère comme très stable. Et ça chauffe un peu. En arrière, le dissipateur de chaleur, là, la plaque rouge qu'on voit en arrière, là, elle devient quand même chaude. Quand ça fait longtemps que je l'utilise, j'aurai la possibilité de mettre un refroidissement actif dessus, c'est-à-dire un petit ventilateur. Donc, ou un plus gros dissipateur de chaleur, ou peu importe. Mais moi, je l'ai utilisé de base comme ça, puis je n'ai pas eu de trouble. Donc, c'est ça. L'image est très claire, puis facile de modifier, facile de trouver du support. Mon expérience par rapport au SpeederPad et au SonicPad. C'est une expérience qui est beaucoup plus native, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grande modification, il n'y a pas du tout de modification, c'est un clipper pur et dur. Le SonicPad de Creality est plus simple pour les produits de Creality. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, le SonicPad, puis je branche une Ender 3 là-dessus, c'est super facile. Avec lui, bon, il va falloir que je compile le firmware, il va falloir que je mette à jour la carte de l'imprimante, tandis que le SonicPad, pour uniquement les produits de Creality, est plus facile. Cependant, lui va marcher plus facilement avec toutes les imprimantes du fait que je peux utiliser toute la documentation que je trouve sur Internet. Si je vais avec le SonicPad, c'est un petit peu différent. Il faut que je configure d'autres printers CFG, il faut que j'aille dans l'imprimante autre, puis c'est un petit peu moins fluide pour les imprimantes qui ne sont pas pour Creality pour le SonicPad, tandis que celui-là, ben, c'est pareil pour tout le monde. Je prends la documentation de Clipper et voilà. Je le trouve plus rapide que le SpeederPad et je le trouve plus rapide que le SonicPad de Creality. Je le trouve un petit peu plus rapide, peut-être parce qu'il y a moins de bébelles autour ou il est simplement plus performant. Je crois qu'il est plus performant. Je n'ai pas fait un test, là, mais de ce que j'ai vu aussi sur Internet, je n'étais pas le seul à penser puis à voir qu'il était plus rapide. Donc, je crois qu'au niveau processeur et au niveau mémoire et tout ça, il est très performant. C'est probablement celui qui a la meilleure documentation du fournisseur. Je trouve quand même que c'est bien. Puis en plus, toute la documentation de Clipper s'applique à lui. Le fait de pouvoir mettre un CM4, je trouve ça plutôt cool. C'est-à-dire que je pourrais mettre un CM4 dedans et m'en servir comme un petit Linux. J'ai un Raspberry Pi, je ne l'ai pas ici, mais c'est un Raspberry Pi 4 avec un écran 7 pouces tactile puis une caméra dedans, tout ça. Tout ça, ça coûte à peu près 500-600 $. Je pourrais avoir la même chose avec ça. Donc, je pourrais me monter un Linux là-dessus si je voudrais. Puis ça fonctionnerait très bien avec le CM4. Je mets un Raspberry Pi dessus ou même un Ubuntu pour ARM, puis ça fonctionnerait. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le prix de 175 $ canadiens, donc 140 € à peu près, là. C'est très raisonnable. Le port SPI est plutôt utile. Donc, là, on met un accéléromètre, mais je pourrais mettre d'autres choses en SPI. Ensuite de ça, on peut adapter un refroidissement actif. Donc, du fait que le refroidissement est à l'air, il n'est pas tout à l'intérieur, je ne suis pas obligé de modifier mon boîtier, quoi que ce soit. Puis les modifications que je peux faire dessus, j'ai 2 petites vis enlevées pour changer CB4, CM4, CB1 ou SPI CAN bus, donc c'est quand même facile. Je ne suis pas obligé de tout ouvrir pour faire des modifications. Donc, en résumé, j'aime vraiment le fait que ce soit un clipper natif. Ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances Clipper, mais on a beaucoup plus de contrôle sur la machine. Ensuite, il est vraiment rapide, l'écran est vraiment bien. J'aime la qualité de l'image, j'aime l'écran qu'ils ont pris. Le support de l'écran est facilement adaptable. Ça a l'air niaiseux, mais j'aime pas ça avoir juste ça de même sur ma table avec une imprimante.
J'aime ça qu'il soit attaché après l'imprimante, c'est ce que j'ai fait pour la SR. Bonne documentation. Rapport qualité-prix, c'est très très bon. On peut gérer plusieurs imprimantes. Et oui, je peux mettre une caméra. Moi, j'utilise une Logitech C905 que je mets dessus et ça fonctionne super bien. J'arrive à sortir à peu près 17 images par seconde, 17 frames par seconde, ce qui est normal là, pour ce genre d'équipement-là. Donc, je ne vous parle pas de la qualité des impressions, je ne vous parle pas de la vitesse des impressions, tout ça, parce que l'idée, c'est de parler du pad, clipper, l'imprimante, les configurations, c'est ça qui va faire si je peux imprimer très, très rapidement, bien ou pas. Ce n'est pas à cause du clipper. Je crois que je peux avoir une qualité similaire avec les nouvelles versions de Marlin et clipper. Je crois que je peux avoir une belle qualité d'impression avec à peu près toutes les imprimantes si je les configure bien. Donc, je ne vous parle pas de la qualité d'impression qui sort de là parce que le pad 7 de lui-même n'imprime pas. Je voulais juste vous faire le review si vous pensiez acheter peut-être le Speeder Pad, le Sonic Pad ou le pad 7. Entre les trois, je vous dis, si vous voulez brancher de multiples imprimantes de plusieurs marques différentes ou vous voulez le promener d'une imprimante à l'autre, je vous recommande lui, le pad 7. Si vous avez par exemple juste des produits de Creality, le Sonic Pad va être un petit peu plus avantageux. Si vous avez juste des produits FLSen, vous pouvez prendre le Speeder Pad aussi. Mais entre le Speeder Pad et lui, je pense que j'irai avec lui même pour les produits de FLSen. Le Speeder Pad, il va quand même bien. Mais par la suite, j'ai eu un petit peu de défi là, de stabilité au niveau de l'alimentation. Ça m'est arrivé une ou deux fois, j'ai changé l'alimentation et ça a réglé le problème. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes avec. J'en ai pas eu tant que ça. Au début, j'en ai pas eu. J'en ai eu à cause de l'alimentation. Je l'ai changé puis j'ai plus eu de problème. Donc, je crois que c'était ça la majorité du problème, la plus grande partie du problème. Mais bref. Mais bon produit. Allez-y avec ça. Ou encore mieux, achetez-vous simplement une carte mère qui supporte Clipper nativement et mettez ça dans votre imprimante. Il n'y a pas de patente externe. C'est juste que lui, c'est le fun parce que j'ai l'écran. Mais, puis je peux le gérer web aussi. Là. Je peux tout gérer à partir de l'écran ou web. Puis, si vous voulez faire des modifications plus profondes là-dedans, vous pouvez vous connecter en SSH, qui est en la ligne de commande. SSH, c'est pour Secure Shell. Puis, vous pouvez contrôler tout en ligne de commande à distance si vous êtes un geek. Donc, ça ressemble à ça. C'est mon review pour le pad 7. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je suis bien content. Je l'utilise sur ma SR. L'écran, je regarde là parce qu'il est juste là. L'écran de ma SR ne me sert plus, mais c'est elle que j'utilise. Puis, je l'ai mis de l'autre côté. Puis, ça va très, très, très bien. Donc, je trouve ça le fun. J'aime bien Clipper. Je trouve ça tannant qu'il y ait d'avoir, par exemple, à gérer un Raspberry Pi en plus de l'écran. Mais là, du fait que tout est là-dedans, bien, on dirait que c'est simplement un gros écran qui est attaché à l'imprimante, puis toute l'intelligence est dedans. Puis tout ce que j'ai en arrière, c'est mon câble d'alimentation qui vient partir de mon autre bloc d'alimentation, puis mon câble USB qui va à mon imprimante, donc ça ne fait pas trop de filage. Et j'aime bien ça, comme ça. Puis quand je veux faire un test de résonance, je branche le fil SPI, j'aimante ça après la tête, puis ensuite, je l'enlève. Voilà mon review pour le pad 7. Alors, beaucoup d'informations en peu de temps. J'espère que ça vous a aidé à prendre une décision. Peut-être pas. Peut-être que vous n'aimez pas ce genre de bébelle-là à votre imprimante, après vos imprimantes. Si vous aimez ça, bien tant mieux. Je remercie aussi les supporters de la chaîne que vous voyez défiler à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.